Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Saga Africa. Cette fois-ci, on vous amène au Kenya où il y a beaucoup à faire entre safari, cuisine gastronomique et art écologique. Mais avant, j'aimerais vous présenter Esther Lobati, la première de l'émission parce que cette fois-ci, nous en avons deux. Alors, cette charmante jeune femme est arrivée au Maroc pour faire ses études de stylisme, modélisme, avant de créer sa propre marque de vêtements et d'accessoires. Ici, elle a trouvé toutes les couleurs et les inspirations qui ont permis de concrétiser ses ambitions et ça marche plutôt bien pour elle. Regardez. Pour Esther Lobati, c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Chaque fois qu'elle se retrouve devant une création en cours de finition, elle se revoit enfant en train de personnaliser les robes que sa maman lui offrait. Devenir styliste était déjà une évidence à cette époque. Son bac obtenu quelques années après, elle quitte Lubumbashi pour poursuivre ses études au collège La Salle de Rabat. S'ensuit un cursus de 4 ans au terme duquel la jeune fille commence à travailler pour des entreprises de textile en tant que modéliste. Même si c'est un bon début pour se faire la main, Esther ne perd pas de vue son véritable objectif, s'installer à son propre compte. Forte de ses expériences, elle se lance en 2016. Queen Design, sa marque, voit enfin le jour. D'abord au sein de la communauté congolaise de Rabat, puis les réseaux sociaux aidant, sa clientèle finit par s'élargir. Esther n'est pas seule sur Queen Design. Sa petite sœur Eunice, qui s'occupe du management, travaille au développement de la marque et gère tout le volet commercial, une division des tâches qui permet d'optimiser le rendu. En ce moment, la styliste est en train de réaliser une nouvelle collection de 24 tenues en hommage à leurs souvenirs d'enfance. On s'est focalisé sur un certain âge de notre vie et qu'est-ce qui nous a marqué le plus de cette période-là et qu'est-ce qui nous a plu de plus. On s'est rappelé des couleurs qui nous représentent et de la petite ville nous venons, Kipushi. C'est une petite ville à 40 km, c'est ça 40 km de Lubumbashi. C'est de là que nous venons avec ma sœur et notre famille est là-bas. Donc à cet âge de notre vie, nous avons vécu là-bas le réveil matinal de l'eau du lac sur la terre qui te prend toute la matinée, cette odeur qui t'envahit. Ces petites couleurs que nous avons eues, j'ai grimpé aux arbres au fait. Et c'est pour ça que j'ai plus de couleurs dans cette collection. C'est juste le vert qui me rappelle d'où je viens, qui me rappelle les arbres fruitiers que nous avons dans notre parcelle. Et le jaune, cet orange qui frappe, ça me rappelle un peu plus cette enfance. Et j'ai pu travailler sur les couleurs beaucoup plus pastelisées parce que ça représente en quelque sorte l'innocence. Bien sûr que c'est frappant, mais il y a cette douceur quand on regarde ces couleurs qui te fait penser à cette pureté de la couleur qui n'est pas trop flashy, mais qui te soulage et t'apaise l'esprit au fait. 24 tenues, c'est long à mettre sur pied, surtout avec un défilé à la clé. Mais Esther a l'habitude. Plus il y a à faire, mieux c'est. Et puis elle sait qu'elle peut toujours compter sur le coup d'œil et la vie de Nice. Le tandem discute des ajustements à faire sur les différentes pièces, des volumes ou encore du perlage des tenues. Chacune y va de sa petite idée sur la question. Là, je suis en train de travailler sur le perlage. Là, nous avons fait ce perlage. Ce sont des perles grises que j'ai trouvées sur le marché et je les travaille une après l'autre. Donc, c'est des nuits et des nuits de travail, mais bon, ça en vaut la peine. C'est une passion, on ne se rend même pas compte du temps qui passe. Et là, on est en train de faire l'étude d'autres perles à côté qui sera sur ce buste-là pour essayer de voir si ça va aller de même dans notre collection et se marier avec tous les autres vêtements. Ma sœur Eunice, elle est bien sûr manager de la boîte parce qu'elle a fait des études de management et elle continue toujours à le faire. Mais ce qui me touche encore plus, c'est que c'est la personne qui me connaît beaucoup plus, c'est la personne qui a su tenir mon rêve, qui sait d'où on vient au fait. Et elle comprend plus ma pensée dans ce qui est création sur les vêtements. Bien sûr, il y a une fille avec qui je travaille qui est responsable de la création, mais je consulte beaucoup plus Eunice parce que premièrement, on vit ensemble et on partage beaucoup plus les mêmes idées. Elle sait comment me complémentarité quand j'ai quelque chose de nouveau et c'est un duo extraordinairement bien. Elle est douée en management, mais elle m'aide aussi à faire tout ce qui est perlage et tout ce qui est création et recherche de tissus. Même si elle a créé sa griffe, Esther continue de collaborer avec des marques marocaines pour qui elle dessine des vêtements. Elle vient d'ailleurs de signer pour une collection de kimonos avec une enseigne très connue dont on taira le nom. Séduite par ses modèles, la direction artistique de la boîte lui a proposé de réaliser une ligne au style japonisant. Une fierté pour la jeune styliste.
travaille toujours en fonction de tout ce qui est tendance. J'essaie de me renseigner, par exemple, à propos de la Pantone, la couleur annuelle de telle saison, dans tout ce qui est vestimentaire et dans tout ce qui est ameublement et autres. Du coup, j'ai trouvé que la Pantone de cette année m'offrait différentes couleurs, qui sera beaucoup plus tendance l'année prochaine, Spring and Summer 2019. Alors, je me suis dit, ben voilà, parfait. Je vais m'élancer avec ces quelques couleurs. Il y a de la présence du froid et du chaud, cette combinaison. Alors, je me suis dit, d'accord, je vais retenir ces couleurs-là. Et partant de là, j'essaie de produire quelques détails de tissu. D'un modèle à l'autre surgissent de nouvelles idées, comme cet ensemble années 60 qui mélangera organza et wax africain. Pour Esther, les tendances sont un perpétuel recommencement. Ce qui a plu il y a 50 ans finit toujours par refaire surface. La styliste qui passe ses journées à découper, coudre et à assembler ses créations ne se lasse pas de son métier. La mode lui permet de croiser les époques, les genres vestimentaires, les couleurs et plus important encore, les cultures. Le Maroc inspire plus mon travail. Premièrement, je dirais que c'est le côté culturel qui m'inspire le plus. Et ce mix que je vois ici au Maroc, ça m'inspire le plus. Dans le sens où quand je fais mon travail, ce que j'aimerais beaucoup plus représenter dans mon travail, c'est ce que je vois. Et quand je sors faire un petit tour au Maroc, quand je voyage de ville en ville, j'ai de quoi faire pour travailler, tu vois. L'effet que je vois, par exemple, des petites choses, ce petit mélange qui m'entoure partout ici, ça m'encourage encore plus. Et aussi, je suis entourée de bonnes personnes, en fait, si je peux dire ça. Il y a certains entrepreneurs qui m'entourent et qui me donnent encore plus le courage de faire. Et parlant aussi de ma clientèle, elle est très ouverte d'esprit, dans le sens où elle se permet de tout oser et ça me donne encore plus l'opportunité de m'exprimer sur un vêtement. Parce que quand je me mets à coudre, quand je me mets à travailler ce que je fais, c'est une pensée que j'exprime, c'est un sentiment que j'exprime et ma clientèle me permet de plus mettre en valeur. Et quand je travaille un vêtement, exprimant ma joie ou exprimant ce que je ressens sur le moment où je fais, c'est quelque chose de vrai sur vêtement. Et ma clientèle accepte cela, ça accepte le partage, ça accepte ma pensée et ça met ça en valeur. Une fois par semaine, Esther se rend à Salé, plus précisément au souk des tissus. C'est là qu'elle trouve les différentes étoffes dont elle a besoin. La concurrence est rude dans le quartier. De l'avis des professionnels, c'est dans ce marché que l'on trouve les tissus les plus originaux. Beaucoup de commerçants refusent d'ailleurs d'être filmés de peur d'être copiés par d'autres. Je suis en train de chercher un semblant de cachemire, un mélange pour des châles, parce que c'est la saison avec le froid et j'ai besoin de sortir quelque chose avec. Du coup, je ne sais pas ce que je vais prendre, soit je vais prendre un mélange ou un tissu uni ou quelque chose du genre, mais je pense que je trouverai tout ici parce qu'ils sont super intéressants. Cette étape où il faut toucher, comparer et imaginer ce que donnera telle texture ou telle couleur sur le modèle est très appréciée d'Esther. C'est quelque chose qu'elle a pris l'habitude de faire durant ses années étudiantines et dont elle a gardé pas mal de souvenirs. Au fait, je me rappelle, il y a de cela 5 ans presque, quand j'étais encore nouvelle ici au Maroc, ça se faisait que je ne savais pas parler arabe et je parle que français et anglais. Du coup, quand je venais dans un marché pour chercher du tissu, je ne pouvais pas discuter avec les gens avec qui je venais acheter. Du coup, j'avais vraiment un problème pour acheter du tissu. Et quand je devais acheter un tissu à 70 dirhams, 90 dirhams, on me disait que c'était 300 dirhams et c'était le triple du prix normal. Alors je me suis directement révolutionnée. Je me suis dit, tiens, dis donc, je vais apprendre l'arabe. Et depuis, j'ai essayé une chose, c'est que quand j'arrive dans une boutique et je dis salam alaikum, Chaladé, que je commence à m'exprimer un peu en arabe. Et avec le temps, ça commence à marcher jusqu'à présent où je me sens super free et je me suis fait même des copains avec ceux qui vendent dans des boutiques. Du coup, ça me favorise un peu plus la tâche, c'est pas comme avant. Le repérage est terminé. Elle repartira avec un tissu gris épais. Esther a eu d'autres coups de cœur, mais rien ne presse. Finir d'abord le plus urgent, le reste suivra.
Aujourd'hui, le duo est en préparation d'un shooting. Aidée de sa sœur, Esther doit ramasser tenues, bijoux et maquillage pour la série mode qui sera publiée sur son site. Tout est dans le choix des parures et des vêtements que portera le mannequin durant la séance. Esther et son équipe se sont donné rendez-vous dans une sympathique villa pour le shooting. La créatrice et sa sœur arrivent en premier sur les lieux pour disposer le matériel dont elles auront besoin. Bras droit multitask, Eunice s'occupera de maquiller le mannequin pendant qu'Esther l'habillera. Comme le temps le permet, la séance photo se déroulera en plein air. Hasna arrive enfin. Égérie de la marque Queen Design, elle est de toutes les parties. C'est un plaisir pour elle de travailler avec le duo ami et d'arborer les nouvelles créations. Le shooting se met en place progressivement. Essayage d'abord, make-up ensuite. Eunice aime exprimer sa fibre artistique lorsqu'elle en a l'occasion, mais reste très attachée à sa mission initiale. Je fais ce genre de shooting à chaque fois que j'ai fini une collection. Donc je peux dire une collection, je la fais par saison ou 2 fois j'en fais 2. Ou 2 fois encore plus quand j'ai juste envie de représenter quelque chose que je travaille et que ça ne dépend pas d'une collection. Je fais un shooting pour mettre ça en valeur et le mettre ça graphiquement parlant. Ça me fait plaisir de travailler toujours avec Hasna. C'est un peu mon mannequin. C'est mon mannequin phare pour les femmes et j'ai aussi Amine pour hommes. Ce sont des gens assez professionnels qui mettent en valeur ce que je fais. Et je trouve que tout ce que je fais, ça va super bien sur eux. Et ça me pousse encore plus à les appeler à chaque instant, chaque moment que j'ai besoin d'un shooting ou d'un défilé. Première tenue, un kimono avec finition marocaine assorti de ses bijoux en perles et or 14 carats. Très à l'aise, Hasna suit les directives données par son ami. Après ce mix maroco-asiatique, arrive une combinaison en blanc écru assortie de sa veste duchesse. L'essayage se poursuit, tandis que des vidéos du shooting sont postées en temps réel sur le site et la page Facebook. Très actives sur les réseaux sociaux, les fondatrices de Queen Design savent jouer de cet outil à leur avantage. Donc moi et Esther, on s'est connus sur le podium, sur le domaine de mannequinat. On a travaillé ensemble sur le In Vogue Maroc et aussi on a travaillé ensemble sur l'école avec ses collections. Je suis l'égérie de la marque. C'est un honneur pour moi de la représenter. Les vêtements sont chics, élégants, confortables. On peut le porter dans toutes les occasions. Et franchement, j'adore. Je m'occupe de tout ce qui est, c'est vrai, maquillage, main d'œuvre, mais beaucoup plus, je suis manager. Donc, je m'occupe de tout ce qui est, décrocher des contrats avec des boîtes, du business plan, de faire valoir la marque, de la publicité, d'attirer plus les clients, de gérer tout ce qui est les entrées, les sorties de la boîte. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je fais en gros. Déjà, j'aime la mode. Hormis d'être manager, de m'occuper de tout ce qui est chiffres, j'aime aussi la mode. J'aime tout ce qui est actualité, make-up et tout ça. Donc je me vois aussi dedans, ce qui fait que même lorsqu'elle s'inspire, j'apporte aussi un plus pour rendre cette chose parfaite. Voilà. Donc je m'y plais bien dedans. Ce matin, Esther a rendez-vous avec Maman Marie, une compatriote à elle et membre de l'Association des femmes réfugiées et migrantes au Maroc, un collectif qui a pour mission d'apprendre un métier aux demandeuses d'asile. Maman Marie gère la boutique où sont vendus les bijoux et vêtements confectionnés par celle-ci. Bon nombre des bijoux commercialisés par Queen Design sont fabriqués ici. Croquis à l'appui, Esther explique ce dont elle aura besoin dans les jours à venir. Mère Marie écoute attentivement les instructions de sa cliente. Une fois qu'elles se seront entendues, la dame commandera perles et autres fermoirs en or nécessaires à la confection des accessoires de la jeune femme. Je travaille avec Maman Marie et toute son équipe parce que j'aime bien leur savoir-faire. Elles sont si professionnelles dans leur façon de faire avec leurs bijoux, dans leurs accessoires et elles sont si précises et ce que je veux sur mes bijoux, elles me le font toujours. Le magasin existe depuis 3 ans. Très satisfaite de cette collaboration, la créatrice de mode passe souvent faire d'une pierre deux coups. Là, je suis venue pour une nouvelle collection que je suis en train de faire pour la saison prochaine. J'ai présenté quelques croquis qu'elles vont essayer de faire une recherche à propos des perles, à propos des matières. Elles savent le faire. Je ne sais pas d'où elles vont me les ramener, mais elles seront vraies et bonnes et surtout textées et bien rassurées.
Donc elles vont me le ramener, on va faire le choix des accessoires et on va continuer notre travail en ce qui est montage de produits, ce qui est accessoires. Et quand elles travaillent, elles me rappellent quand elles ont besoin de moi pour que je vois l'évolution du travail, pour que l'on travaille encore ensemble jusqu'à avoir le produit fini et bien fait. Comme Esther l'a si bien expliqué, la solidarité est très importante chez les auto-entrepreneuses. C'est ce qui permet de faire décoller certaines initiatives et d'assurer quelques revenus à des femmes en situation difficile. J'ai pas l'impression, mais c'est vrai, je fais quelque chose d'utile avec elles parce que je suis en soi femme entrepreneur au Maroc et je sais ce que ça veut dire être femme et d'être entrepreneur. Et quand on entre maintenant plus dans le cadre d'association, c'est une force et une énergie que personne ne peut avoir aussi facilement. Donc c'est cette chaleur qu'elle dégage venant d'elle et c'est quelque chose que j'aime aussi venant d'elle. Ça m'encourage, ça me donne d'aller encore plus de l'avant parce que ce sont des femmes et je suis une femme, donc ensemble on construit mieux les choses. Esther a beau passer ses journées à préparer des collections, il y a quelqu'un pour qui elle n'hésite pas à faire des exceptions. Il s'agit de Marc, le fils de sa meilleure amie. Quand cette dernière est en déplacement professionnel, la styliste change de casquette et s'improvise babysitter. Pas question de passer la journée devant la télévision. La nounou d'enfer a décidé d'emmener son petit protégé au parc pour une séance de lecture et un peu de guitare. Esther fait partie d'une chorale et son instrument de musique lui permet de répéter ses chants. Sous l'œil attentif du petit garçon, elle commence à jouer. Mon amour pour la guitare a commencé quand j'étais vraiment jeune. Ça faisait partie de mes petits coups de cœur quoi, en grandissant. Je me disais que voilà, vu que déjà j'ai grandi dans une famille chrétienne, et pour nous la prière et Dieu c'est quelque chose de très important. Alors j'ai commencé à avoir des petits rêves comme quoi, ouais, quand je serai grande, je jouerai aussi à la guitare. Et je chanterai à l'église ou pour moi-même perso. Et c'est comme ça que j'ai eu ce rêve-là jusqu'à ce qu'il y a de cela 3 ans et demi. À mon anniversaire, j'ai reçu une guitare comme cadeau d'anniversaire d'un oncle qui m'est cher. Alors c'est là que j'ai commencé à apprendre à jouer. J'ai commencé à apprendre à jouer avec quelques amis de notre groupe musical à l'église. Alors c'est là que j'ai commencé à apprendre à jouer à la guitare et chaque soir chez moi ou chaque matin, quand je suis dans ma chambre, j'ai besoin de parler à Dieu, je joue quelques mélodies. Toujours comme je viens me promener ou me balader ici, j'amène souvent ma castelle ou je viens courir avec ma sœur. Alors aujourd'hui, je me suis dit de faire un petit break et essayer de méditer un peu sur tout ce qui m'entoure, de méditer un peu sur ce qui est Dieu, de prendre un petit bout de temps pour moi-même. Bien sûr que je fais la nounou, mais bon, ça ne m'empêche pas de prendre un peu de temps pour parler à Dieu et pour jouer un peu. À présent, c'est au tour de l'enfant de s'essayer à l'instrument. Cela fera peut-être naître une vocation en lui. Comme il est encore petit, ses doigts ne sont pas encore habitués, ça fait un peu mal parce que ses cordes sont un peu fartes. Donc, j'espère qu'il va répéter ça de temps en temps parce que tout le temps il est là en train de désaccorder ma guitare parce qu'il ne sait pas la jouer, alors je dois l'accorder à chaque fois. Donc là, je lui ai appris des trucs qu'il faudra faire pour ne pas désaccorder ma guitare. Et puis parce qu'à cet âge, il faut bien se dépenser, la promenade se termine par un peu de sport et une belle montée d'adrénaline. Quand je ne suis pas en train de courir de gauche à droite, m'occupant du boulot, j'aime passer du temps avec les enfants. Ça me permet de me détendre. Et je sais qu'au fond de tout un chacun, il y a un enfant qui s'endort. Donc ça me fait du bien de pouvoir faire ça avec eux. Je m'occupe de lui, je m'occupe d'une autre petite fille et de quelqu'un de ses amis. Je suis tout le temps entourée de ça quand je ne cours pas de gauche à droite. Je m'entends très très bien avec les enfants, eux aussi s'entendent super bien avec moi. On arrive à bien partager et ils m'entendent. Et c'est quelque chose que je suis sûre que j'en aurai plein plus tard dans l'avenir. Sur ma casse-tête, j'aurai plein de bébés.
gastronomie à présent, histoire de vous mettre en appétit. Chef cuisinier de renom, Mohsin Quraish a quitté la Hollande il y a exactement 6 ans pour s'installer au Kenya. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs de son domaine. Classé dans le top 5 des chefs cuisiniers les plus prisés de Nairobi, il est à la tête de 2 structures et compte carrément lancer sa propre chaîne de restaurants. Chose qu'on lui souhaite bien évidemment. Je vous laisse découvrir cette success story. Bienvenue au Capital Club East Africa, le cœur culinaire de Mohsin Quraish, situé dans un établissement privé pour businessmen à succès. Même s'il est en passe de créer sa propre chaîne de restaurants à Nairobi, Mohsin garde un sentiment particulier pour celui-ci et l'équipe qui va avec. Il y a 6 ans, il vendait son restaurant à Amsterdam afin de vivre le rêve africain. Rêve qui a débuté dans les cuisines d'un hôtel de luxe de Nairobi avant de se poursuivre dans ce repère à milliardaires. Primé à maintes reprises, Mohsin a lancé son premier restaurant il y a 4 mois. Le second est en cours de construction. Son objectif, en ouvrir 6 d'ici 1 an, tout en continuant de chapeauter celui-ci. Comme chaque matin, c'est l'effervescence. Une vingtaine de cuisiniers travaillent sous ses ordres. Dans cette structure bien huilée, on n'a pas droit à l'erreur. Études de menu, révision du buffet en cours, inspection des produits, mise en place des derniers changements, c'est le moment crucial de la journée. Tout le gratin de Nairobi se retrouve ici pour manger et Mohsin ne tolère aucune fausse note dans ce temple de la cuisine fusion. Ses gestes sont sûrs, il connaît sa team et son job sur le bout des doigts. S'imprégner des arômes, goûter pour s'assurer des dosages, mélanger les épices, allumer le feu, entretenir la flamme, Mohsin trouve de la poésie dans chacune de ces étapes. 45 minutes plus tard, de délicieux fumées commencent à monter. Les gastronomies de 5 continents sont réunies en ces murs. Vive le melting pot culinaire et l'esprit d'équipe. Après toute cette viande, nous voilà prêts pour le carpaccio de légumes avec sa vinaigrette marocaine au fromage de chèvre. Give me an answer, please. Là, je suis en train de faire une petite vinaigrette parce qu'on va faire le coriandre, c'est marocain. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre une petite vinaigrette marocaine. Some honey, please. Okay, put the honey. Yeah. Je vais ajouter un petit peu de fromage de chèvre. Comme ça, ça va lui donner un petit peu plus d'intensité. A little bit more intensive. Hein? So, alors voilà. With the beetroot. Magnifique. Une fois l'assiette terminée, Mohsin y ajoute quelques fleurs comestibles et des couleurs. Il s'agit d'une démonstration pour le banquet caritatif de ce soir. Une idée de Mohsin qui souhaite collecter des fonds à destination des petites filles du monde rural. Très bien introduit au Kenya, notre chef a su tirer parti de ses connaissances pour se lancer dans le social. Ce soir, il va réunir une 50aine de personnalités et les rallier à sa cause. Les dernières instructions sont données, tout le monde est fin prêt. Avant de quitter les lieux, Mohsin va faire un petit tour du côté du pain et des desserts. Là encore, nous sommes dans des saveurs mixtes. Pain artisanal d'inspiration maroco-japonaise, chocolat fait maison et gâteaux aux saveurs exotiques. Tous les produits sont issus de l'agriculture biologique. Vous voyez dans ma cuisine, il n'y a pas de machine. On fait tout avec la main, même la pâtisserie. Quand on va dans un restaurant et on a un dîner gastronomique, la dernière chose que tu as, c'est le café, le thé ou le chocolat, la pâtisserie, quoi. Alors, on artisane, c'est du chocolat artisanal, on le fait nous-mêmes. Alors, on fait tout le ganache et puis on molle, ici, comme ça, et puis on fait le ganache dedans. Et on fait un petit peu plus de chocolat sur le côté. Et ben voilà, c'est ce qu'on a. Alors vous regardez, le ganache, il est dedans. Et c'est du
C'est John, l'heure how are d'aller you? au 7e. Everything Autre good? étage, autre carte. Guys, how are you doing? Emily, are you ready for this evening? Yes, chef. Guys, how are you ready? Comme j'ai dit, c'est un restaurant un petit peu plus haut de gamme. Le menu, c'est sur un niveau très étoilé, Michelin étoilé. Et là, on a par exemple une terrine de foie gras d'oie. On a un filet d'autruche avec du chocolat, avec une sauce au chocolat. On a turbo, on a beaucoup de poissons que j'emmène moi-même, enfin qu'on importe du club d'Amsterdam. Parce que quand je téléphone à 5 h du matin à des amis à Amsterdam, ils vont m'envoyer en avion. Le lendemain, à 10 h du soir, j'ai le poisson frais sur Ice Cubes. Quand il a quelques minutes, Mohsin s'évade sur son balcon. Un break toujours bien mérité. La vie d'un chef, c'est très compliqué parce que je commence le matin à 8 h, je rentre le soir à 1 h du matin des fois, minuit. Alors c'est une très longue journée. Alors ce petit coin, moi, c'est ma retraite. Je viens ici, je me détends un petit peu, je regarde la ville. Le soir, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de lumière ici. Et pour moi, je regarde les gens, je regarde la rue, je regarde les voitures qui passent. Je me mets à zéro. Ça me prend 3-4 minutes et puis je repars. C'est en cuisine et puis je recommence. 1 heure, 1 heure et demie de travail encore et puis je reviens. C'est comme ça que je passe mes journées et mes soirées. Après le démarrage de la cuisine et la finalisation de l'événement de ce soir, Mohsin programme les semaines à venir. La réalisation du rêve africain est un travail continu. Je suis tombé vraiment amoureux du Kenya. Quand je suis venu la première fois, j'ai vu les environs de Nairobi, j'ai vu la côte et je suis tombé très amoureux. Et le rêve que j'avais, c'est de venir et d'essayer d'aider un petit peu les Kenyans, mais en même temps, au niveau gastronomique, je voulais refaire ma vie au continent africain. Et depuis que j'ai commencé il y a 6 ans, j'avais toujours, j'ai travaillé pour un hôtel, une chaîne d'hôtels d'Afrique du Sud. Et puis après, je commençais à connaître beaucoup de monde. Et ce que j'ai vu, c'est que la vie gastronomique à Nairobi, il n'y en avait pas. Ce soir, Mohsin nous reçoit en sa demeure. Contre toute attente, ce n'est pas lui qui a préparé le dîner, mais son épouse, Jeannette. Lorsqu'il est à la maison, elle lui interdit d'entrer dans la cuisine, ce que femme veut. 2 amis du couple d'origine marocaine sont également de la partie. Ils sont arrivés ici il y a 3 ans. How are you? Big hug. And a big hug too. Devenu le hub économique de référence en Afrique de l'Est, le Kenya accueille pas mal d'entreprises marocaines de nos jours. Un regain d'activité qui grossira certainement les rangs de la communauté sur place. Ah, c'est les mêmes ingrédients. Oui. C'est un peu plus relevé que moi. Impossible d'aller au Kenya sans se rendre dans l'un de ses parcs animaliers. C'est par ailleurs le seul pays d'Afrique à abriter une réserve en plein milieu de la ville. Toutes les espèces s'y trouvent. Mohsin a tenu à nous conduire dans ce lieu fascinant. Pour avoir une chance de voir les animaux, il faut visiter l'endroit avant midi. Autrement, ces derniers se cachent pour échapper au soleil. Kalue
a pas au monde un parc qui est au milieu de la ville, c'est une savane mais sauvage au milieu de la ville. Et c'est le seul parc au monde qui est comme ça. Mais on a eu tellement de chance parce que pour moi, vivre en Afrique, c'est ça. C'est la nature, c'est être un dimanche comme ça, pas de stress, la famille. C'est un jour pour moi qui est très. On essaie de passer beaucoup de temps avec la famille, mais pour passer un peu de temps avec la famille, c'est ça, c'est la nature, c'est l'Afrique, c'est ma vie, quoi. J'adore ça. Moins de 30 minutes après notre arrivée, les gardes forestiers nous préviennent par radio que des lions ont abattu un zèbre. Il faut redoubler de prudence et ne surtout pas perturber leur petit déjeuner. Sur les lieux du crime, nous ne trouverons que 2 lionnes en train de dévorer le reste de la carcasse. Le festin terminé, la vie reprendra son cours comme s'il ne s'était rien passé. On travaille très dur toute la semaine, des heures et des heures et des heures. Mais un dimanche passé comme ça avec la famille et voir les lions comme ça, voir les zébras, voir les... Demain, je suis plein d'énergie. Demain, j'attaque. La visite se poursuit entre contrôle de routine par les forces de l'ordre et rencontre avec d'autres amateurs de safari. Mohsin connaît cet endroit mieux que sa poche. Il s'y rend avec sa femme et sa petite fille chaque semaine. Les espèces se côtoient, rivalité, entraide, petits meurtres entre amis. La nature est parfois impitoyable, mais elle sait ce qu'elle fait. Adepte de l'agriculture biologique, Mohsin Quraish n'approvisionne ses cuisines qu'avec les meilleurs produits. Ses légumes proviennent tous de Limuru, une localité réputée pour ses sols fertiles et la qualité de ses légumes. Très prospère, Limuru compte de nombreuses fermes organiques appartenant tantôt à des Kenyans, tantôt à des agriculteurs d'origine britannique installés dans le pays depuis plus de 3 générations. Avant d'arriver, il faut parcourir les nombreuses plantations de thé de la région. La récolte bat son plein en ce moment. Alors Limuru, c'est une région qui est très riche parce que le sol est très fertile. Et ce qu'on voit maintenant, c'est des champs de thé. Alors le thé de Limuru, il est très parfumé et c'est un thé qui est partout au monde parce que ils vendent même pas le thé ici sur Kenya parce que c'est déjà vendu en Chine, en Europe, en Angleterre. Il y a beaucoup de thé en Angleterre qui viennent de Kenya. Mais vous voyez là, ça commence déjà on peut le cultiver d'ici peut-être 2 ou 3 semaines, c'est déjà fait. Les premières feuilles sont en train d'être cueillies par les populations. Connu pour son parfum, le thé de Limuru s'exporte en très grande quantité. Mohsin l'utilise beaucoup et ne s'en lasse pas. Déjà le parfum, ça, c'est riche. Il y a une autre feuille qui arrive déjà, voilà. Et je suis un chef, hein, je dois toucher, je dois sentir. Oui. Il y a beaucoup de femmes là sur le bout de la colline. Il y a beaucoup de femmes qui vont récolter maintenant et ils ont un petit salaire, mais ce qu'ils leur donnent aussi, c'est du thé qu'ils vendent sur le marché local. Ça va. Avariako. So what is this? What are you gonna do with these ones? It's a little now. They are too little? Yeah. And then are you gonna dry them? Yeah. So ils vont les sécher puis après ils vont les nettoyer et c'est prêt.
La ferme où nous nous rendons se trouve à 2 heures de route. Elle est tenue par une amie de longue date de Mohsin. Totalement autonome, l'endroit qui couvre plus de 60 hectares est alimenté en énergie solaire et dispose de ses propres réserves d'eau. Ici, on fabrique du fromage, de la glace et d'autres produits gourmets qui sont ensuite exportés vers les pays voisins. Delia, la propriétaire, est ce que l'on nomme communément une Kenyane blanche. L'appellation désigne les descendants d'anciens colons britanniques naturalisés par l'État. Aujourd'hui, Delia soutient les initiatives des femmes Maasai et a développé toute une activité pour leur permettre de générer des revenus. Mohsin vient régulièrement sur place pour son ravitaillement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord enfiler une blouse et passer par le bloc d'hygiène. La propreté est de rigueur dans la salle de pasteurisation. C'est là où j'achète tous mes fromages. Au restaurant, c'est là où j'achète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désinfecter les bottes parce qu'on va rentrer maintenant dans là où ils pasteurisent le lait. Premièrement pasteurisé et puis après ils sont en train de faire la mozzarella. Alors si tu regardes, ils sont déjà en train de les... So each batch is about 3,000 liters of milk and you get about 10% out of that, 300 liters. Alors chaque bassin est 3000 litres. Et ce que tu vas avoir, c'est 10% des 3000 litres. Tu vas avoir 300 kilos de mozzarella. C'est ce que j'ai dans le restaurant aussi. Ils sont en train de fabriquer du fromage de chèvre, les chèvres qui arrivent de Maasai. Les chèvres Maasai. C'est déjà en train de prendre la forme qu'ils ont besoin. Alors 90 degrés Celsius, c'est la pasteurisation. Alors ça, c'est bufala, la mozzarella. Ils sont en train de faire des boules de mozzarella. Comme ça, les protéines, ils ne vont pas le lâcher. Voilà. Regarde. Que le lait déjà, ça prend du lait. Alors il y a beaucoup de protéines maintenant. Et ce qu'il a fait aussi très très souple. Hein? Alors c'est très très souple maintenant. C'est la souplesse qu'ils sont en train de fabriquer. Et comme ça à la fin, ça va être la mozzarella bufala. On dit que gorgonzola bleu, gorgonzola c'est italien, mais Delia, elle fait le vrai gorgonzola aussi au Kenya. Ce que tu vois là, c'est de la moisissure qu'elle a créée elle-même. Hein. C'est pas venu d'Italie ou c'est pas venu, elle a créé la moisissure et comme ça, tu vas voir que ça va pénétrer dans le fromage et tu vas avoir le... Pas importé. Ouais, pas importé, non. Ouais. Alors la moisissure qu'elle crée, c'est sur du pain. Et après le pain, elle le met. Ouais. Là. Voilà. C'est là. Voilà, c'est ce qui pénètre dans le fromage et ça devient bleu. Tous les fromages ici, ils sont végétariens. Parce qu'il y a des fromages comme Parmesan cheese. C'est pas végétarien.
Chef méticuleux, Mohsin a toujours voulu connaître la provenance de ces denrées et leur processus de fabrication. Pour lui, il est inconcevable de servir à manger si l'on n'a pas suivi tout le cheminement des ingrédients, des producteurs à l'assiette. En Angleterre, ce qu'ils faisaient pour cheddar cheese, pour le fromage cheddar, ils le font en bandage, okay, comme ça. Et tu peux les laisser pour des années et des années. Et ça prend beaucoup plus de flavor, de goût. Et ça devient comme ça. C'est le fromage, c'est la même chose, mais how many years is this one? This is about 9 months. Non, c'est un fromage de 9 mois. La ferme produit des fromages italiens, français et hollandais. Même la moisissure est fabriquée sur place avec du pain. Le goût est exactement le même. Un bonheur pour les amateurs. La ferme de Delia a gagné plusieurs distinctions à l'international. Une partie du lait est achetée aux bergères Maasai. Et lorsque les fromages sont vendus, un pourcentage des bénéfices est reversé aux mères de famille. Ainsi, tout le monde est gagnant. Qu'elle fait ici aussi. Ça, c'est un projet pour les Maasai, les femmes Maasai, qu'elle travaille avec, comme je vous ai dit. Alors, le lait des chèvres qu'ils apportent, elle fait du fromage et ce qu'elle vend, elle leur donne tout l'argent c'est pour aider les femmes qui sont toutes seules, les femmes Maasai qui sont toutes seules, des mères. Alors, elle a un projet avec elle qui les aide. Homme qui a décidé de se lancer lui aussi dans le business s'apprête à importer des oranges et des nectarines marocaines sur le marché avant de les vendre à des prix très abordables. Pour qui sait voir les choses en grand, le Kenya est une manne d'opportunités. Ce n'est pas Mohsin qui dira le contraire. En 6 ans passés ici, il en aura réalisé des choses et remporté des récompenses. Une success story rendue possible par un travail acharné et un optimisme à toute épreuve. Après la gastronomie, c'est au tour de l'écologie. Notre troisième profil se prénomme Esther Mouteou. Esther travaille en compagnie d'autres artistes pour l'association Océan Sol, une ONG qui recycle les chaussures en plastique retrouvées sur les plages kenyanes. Tous les jours, Esther transforme ses sandales usées en objets décoratifs qui sont ensuite vendus un peu partout dans le monde. Suivons-la pour découvrir son quotidien. Cette grande amoureuse de la nature a beaucoup à nous montrer de son Nairobi natale. À Océan Sol, les journées commencent assez tôt. Reconnue d'utilité publique, cette ONG emploie des artisans locaux pour mener à bien sa mission de nettoyage et de recyclage. Comme chaque matin, des centaines de chaussures en plastique usées sont livrées au workshop pour y être transformées. Esther Mouteou travaille ici depuis maintenant 7 ans. Sa tâche consiste à confectionner des animaux miniatures avec des chaussures ramassées sur les plages. Mais avant d'arriver à cette étape, il faut commencer par le commencement. Lorsqu'elles sont rapportées à l'association, les sandales sont d'abord lavées à grande eau par un groupe de femmes assignées à la tâche. Une fois propres, elles sont mises à sécher. Au bout de quelques heures, Esther et ses collègues prennent le relais. Avant, je travaillais comme saisonnière dans des exploitations agricoles, mais j'ai toujours eu une fibre artistique. Collaborer avec Océan Sol m'a permis de mettre à profit ce savoir-faire au nom de l'environnement. Il y a beaucoup de déchets dans nos villes et en bord de mer. Les gens jettent tout où bon leur semble. Savoir que je peux chaque jour lutter contre la pollution et aider à assainir des sites naturels me procure une grande satisfaction. Je ne suis plus une simple spectatrice, j'aide à améliorer les choses. La jeune femme fabrique en moyenne une dizaine d'objets décoratifs par jour. Le procédé est laborieux. Première manœuvre, découper les tongs en petits morceaux. Esther les passe ensuite à la polisseuse pour leur redonner de l'éclat. Après le polissage, de la colle sur les différentes pièces, un deuxième polissage, puis l'assemblage des parties suivant des patrons. 90% de ces objets sont exportés. Les 10% restants sont vendus sur place. Ces objets recyclés vont atterrir dans des musées, des aquariums. Une petite fille au Japon ou un petit garçon en Grande-Bretagne en aura peut-être un dans sa chambre. Les médias étrangers parlent de nous. En gros, notre travail voyage et contribue, j'espère, à sensibiliser les gens. Forcément, cela rend fier et donne envie de continuer sur cette voie.
Les tortues miniatures d'Esther sont prêtes. Elles vont être lavées, séchées, taguées, puis disposées dans le showroom de l'association avec d'autres objets de tailles différentes. Ils sont plus d'une 50aine à œuvrer ici tous les jours. Concrètement, cela représente 400 000 chaussures recyclées par an et des commandes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Parfois, ce sont des commandes institutionnelles. On nous demande des milliers d'articles. Sinon, nous avons affaire à des visiteurs qui viennent acheter des objets pour les offrir en cadeau. Chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Et nous faisons ce travail main dans la main, avec plaisir et fierté. Plein cœur de Nairobi, Toy Market est une escale obligatoire quand on est de passage. Réparti entre les vêtements de seconde main et l'artisanat, ce quartier commerçant est le coin des bonnes affaires. Esther vient souvent y acheter habits et accessoires. Les articles coûtent 3 fois rien ici. Mais comme elle est habituée des lieux, Esther aura droit à une réduction supplémentaire. Toy Market est un lieu incontournable de la capitale. Riche ou moins riche, tout le monde vient ici à un moment donné pour acheter quelque chose. J'ai mes adresses. Lui, c'est mon vendeur fétiche. Il me fait les meilleurs prix. Peut repartir les bras chargés de vêtements pour un montant dérisoire. L'endroit est plein de monde, ça va dans tous les sens. On se fait appeler parfois pour voir la marchandise. Esther connaît ses ruelles par cœur. Elle en a eu pour 600 shillings kenyans, soit 60 dirhams les 3 chemises. Direction les bazars à présent. L'ambiance est un peu plus calme. Ce côté-ci est réservé aux touristes à la recherche de bijoux Maasai ou de tenues en tissu batik. La jeune femme semble avoir repéré un collier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau, non? Je finis toujours par sortir de mon budget. Il faut que je parte d'ici tout de suite, sinon je vais faire des folies. La virée shopping s'arrêtera ici, comme le souhaite Esther, qui repart tout de même avec de jolies emplettes. S'il y a une chose qu'Esther apprécie particulièrement à Nairobi, c'est cette proximité avec la nature. Pas besoin de parcourir de longues distances pour profiter des espaces verts ou observer les animaux. Parmi ses endroits de prédilection, Sheldrick Park, une nurserie pour éléphantos. Ouvert de 11h à midi, cet orphelinat est très fréquenté. Pour être sûr d'avoir une place, il faut arriver tôt le matin. Une fois la porte ouverte, la foule est dirigée vers un terrain. Des biberons ont été préparés par les équipes du parc. Plus que quelques minutes avant l'entrée en scène des bébés éléphants. Pendant ce temps, des consignes sont données aux touristes pour leur sécurité et celle des animaux. Ces derniers arrivent enfin, prêts pour leur collation et leur bain de boue. Je me suis toujours sentie proche des animaux. Venir ici est un pur bonheur. Les éléphants sont très intelligents, ils ressentent nos émotions et sont curieux de nous. Ceux qui se trouvent ici ont été recueillis après avoir perdu leur mère. Malgré les mesures prises par l'État, les braconniers continuent de sévir, hélas. Au moins ceux-là sont en sécurité dans cette réserve. Quelques biberons plus tard, c'est l'heure du jeu. Les bébés âgés d'1 à 3 ans ne semblent pas intimidés par toutes ces présences autour d'eux. Certains acceptent même de se laisser toucher par les touristes. Parfois, les éléphantos vous aspergent d'eau ou de boue. C'est leur manière à eux de vous souhaiter la bienvenue. Mieux vaut ne pas arriver ici avec des habits neufs. Chacun d'eux a un nom et une histoire. C'est un pur bonheur de venir ici. La visite s'achève. Ceux qui veulent acheter des souvenirs peuvent le faire au niveau des boutiques de la Fondation. Esther, de son côté, se dirige vers la sortie. Chaque fois que je viens, j'ai l'impression d'y mettre les pieds pour la première fois. J'en ressors tout émue. Les éléphants sont fascinants. Ils sont grands, imposants, mais en même temps, il y a une grande tendresse qui se dégage d'eux. J'espère que cela vous a plu. Cet après-midi, Esther nous conduit à Ngong, une localité rassemblant plusieurs villages. Ce coin reculé abrite la plus jolie vue de toute la contrée. C'est également dans les environs que la jeune femme pratique l'un de ses passe-temps favoris. Je n'échangerai cette vue pour rien au monde. Quand j'ai envie de me couper de tout et de faire le vide, je viens ici. Ça m'aide à déstresser. On voit Ngong et même le commencement de Nairobi. Peu de gens se rendent ici parce que même en voiture, la route est trop compliquée. Et quand je me suis bien rincé les yeux, je vais faire du ziplining. C'est mon quart d'heure de folie. Suivez-moi.
À quelques minutes de là se trouve le centre de loisirs où Esther peut s'adonner à son passe-temps préféré. Les paysages d'un gang s'y prêtent très bien. Avant de se lancer, elle doit d'abord porter son harnais et attendre que l'un des garçons lui donne le feu vert. Pas de stress, elle l'a déjà fait plusieurs fois. Le coup d'envoi est enfin donné. Esther va faire l'aller-retour sous nos yeux, soit 400 mètres. Ça vous fait monter l'adrénaline directe. On a l'impression de voler et puis ce paysage vaut vraiment le déplacement. J'ai un peu raté mon retour à cause de la corde, mais bon, ce n'est pas grave. Le sans faute sera pour une autre fois. Grande fan de nature, Esther a fait ses choix en fonction de celle-ci. De son travail au sein d'Océan Sol à ses loisirs, en passant par ses moments en famille. L'environnement reste très présent. Mais lorsque, comme elle, on vit au Kenya, c'est plus que compréhensible comme style de vie. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les différents parcours présentés. Quant à moi, je vous retrouverai avec plaisir le mois prochain pour une nouvelle destination et de nouvelles rencontres. En attendant, prenez soin de vous. Les bisous!